colloque qui nous réunit aujourd'hui, j'ai tout de suite pensé au malaise dans la culture, texte écrit par Sigmund Freud en 1930. Je n'étais pas bien sûre de savoir pourquoi, mais j'ai fait confiance à cette association qui m'est venue spontanément lorsque les organisateurs du colloque m'ont demandé un titre pour l'intervention d'aujourd'hui. La première lecture de ce texte m'avait marquée. J'en gardais le souvenir d'une dénonciation par Freud de la haine qui anime l'être. C'est dans cette haine que se situe le refus de reconnaître la scientificité et l'efficacité de la psychanalyse, celle-là même qui fait ses preuves quotidiennement. Ce que le thème du colloque a finalement tout de suite réveillé en moi, c'est la question des résistances que je constate depuis le début, partout, en commençant par moi-même en tant que psychanalysante. C'est avant tout de cette expérience sur le divan que j'ai appris et que je continue à apprendre. J'ai eu la chance de contacter le docteur Julien Faugeras lorsque j'avais 19 ans et que j'étais en 2e année de psychologie. En plus de la formation théorique à la faculté et des stages pratiques, je découvrais ce que propose le RPH, une cure personnelle, des groupes d'études, des colloques et des réunions de travail. Dès le début, j'ai su ma chance d'avoir contacté ce psychanalyste. Je pouvais payer les consultations selon mes moyens financiers qui étaient moindres à cette époque-là. J'ai su ce qu'était le transfert et toutes ces notions que je découvrais théoriquement à la faculté. J'apprenais vraiment sur le divan, ce n'était plus abstrait. Les résistances n'étaient pas minces, mais j'avançais et j'étais très contente des opportunités qu'offre cette école. J'ai été très touchée par la confiance qui m'a été accordée. Aucune infantilisation, mais plutôt grandir et avancer avec ce que cela comporte de défis et de conquêtes subjectives. Dès le début, en parlant de cette formation à mes professeurs à la faculté, la méfiance et les tentatives de décourager étaient dominantes. J'ai pu entendre qu'il n'est pas normal de faire autant de séances de psychanalyse par semaine, de croiser votre psychothérapeute à un colloque. Cette école est bizarre, le président du RPH est un gourou, et j'en passe. Ces critiques contrastaient grandement avec l'expérience précieuse que je vivais. Le sérieux de la formation proposée par l'école m'a permis de ne pas considérer ces remarques infondées. En avançant dans mes études et surtout dans ma formation au RPH, je découvrais toutes les résistances à ce qui fonctionne, à ce qui fait du bien, et toujours en premier lieu chez moi. Travailler pour la psychanalyse a commencé à me tenir à cœur, car je percevais, et je sais aujourd'hui ce que je lui dois. Le thème du colloque m'a évoqué les résistances à ce que propose le RPH et la psychanalyse en général. J'ai tout de suite repensé à certains beaux projets qui n'ont pas abouti. Tous les cités n'auraient pas de pertinence, mais je peux simplement me concentrer sur le cœur et l'originalité du dispositif proposé par le président de l'école, le docteur Fernando de Amorim, qui est la consultation publique de psychanalyse. La CVP est une réponse concrète à la souffrance des êtres, même s'ils sont en difficulté financière, une réponse aux difficultés de formation des jeunes à la faculté, au chômage des étudiants diplômés, aux listes d'attente infinies des CMP et plus globalement aux obstacles d'accès aux soins. La CVP existe depuis plus de 30 ans. Depuis 1991, ce dispositif fait ses preuves. La CVP se trouve désormais dans plusieurs départements d'Île-de-France. Ce dispositif doit son succès à son utilité. Les CVP assurent des missions de prévention et des actions face aux urgences psychiatriques, notamment grâce au service d'écoute téléphonique d'urgence, le CETU, du RPH. En résumé, l'essentiel est là pour que cela fonctionne. Or, les moyens déployés en France pour répondre aux problématiques de santé ne sont pas à la hauteur. Pourtant, l'État reste sourd à ce dispositif, qui est efficace et utile. L'actualité le dénonce de plus en plus. Les êtres sont en souffrance, des études tirent le signal d'alarme, les drames se multiplient, comme en témoignent régulièrement les actualités. Les services hospitaliers endurent des situations intenables. Le baromètre annuel absentéisme de Malakoff Humanis 2022 indique que le nombre de salariés arrêtés est supérieur à 40% chaque année depuis 2016.
Les troubles psychiques sont la deuxième cause des arrêts maladie en 2022, juste après les maladies dites ordinaires. Ces recherches dénoncent l'augmentation des arrêts de longue durée. C'est dans le secteur de la santé que le nombre de salariés arrêtés est le plus élevé, il est de 53%. Trop de personnes peinent à accéder aux soins. Constatant ces bienfaits, nous développons les CPP à plus grande échelle et cela fonctionne. Mais la surdité, l'ignorance et aussi la haine sont des réponses qui sont faites à cette proposition. Et l'un des arguments utilisés serait l'absence de scientificité de la psychanalyse. Alors le but de mon intervention n'est pas de me lamenter, mais j'ai saisi après coup qu'il y a quand même un petit peu de colère lorsque je constate que les dispositifs du RPH ne sont pas beaucoup utilisés, à l'échelle de la France en tout cas, alors que la santé mentale en France, ça ne va pas bien, quoi. Freud débute son écrit par cette phrase. On ne peut se défendre de l'impression que les humains mesurent communément d'après de faux critères, en sous-estimant les vraies valeurs de la vie. Les preuves de l'efficacité de la psychanalyse sont déjà là. L'attente de preuves de l'efficacité d'un traitement a du sens, mais l'impératif de productivité et l'absurde de vouloir chiffrer ce qui ne peut pas l'être n'en a pas. C'est la tyrannie des chiffres dénoncée par l'historien Jerry Miller. Le chiffre viendrait donner l'estampille de la scientificité. Il y a un impératif du chiffre, comme disait ce matin Madame Bontemps. Le chiffre est un objet puissant qui offre des financements. Les études produites avec les méthodes quantitatives sont davantage une exhibition de la méthode que la production de résultats pertinents. La preuve sont ces patients qui font une TCC pour ensuite se retrouver dans nos cabinets de consultation. Le prestige supposé à l'outil détruit le sens même de l'évaluation. À trop adhérer à cette logique, l'évaluation n'a donc d'autre doctrine que le formatage du produit évaluable, comme le précise Paul-Laurent Assoun. Freud nous alertait déjà de ce risque. Il écrit « On s'aide d'abord sur les mots, et peu à peu aussi sur la chose. » À trop vouloir être reconnu et à vouloir répondre aux critères dits scientifiques, le risque est de trahir le fondement même de la psychanalyse. Assoun ajoute « Au nom de cet universel pragmatique, c'est l'acte même que l'on veut mortifier. L'efficacité renvoie au registre pragmatique qui paradoxalement tue l'acte. Il évoque ainsi un idéal normatif du vite fait, bien fait, non fait, en contradiction totale avec la nature de l'inconscient qui ne connaît pas le temps. Il faut que ça aille vite. Il arrive souvent que des patients demandent combien de temps va durer leur psychothérapie. Il est impossible de le savoir à l'avance. Et les cliniciens qui défendent l'inverse se mettent dans la position de publicitaires mensongers et non de psychothérapeutes. La santé n'est pas un objet de consommation. Le chiffre est une tentative de combler le manque irréductible de l'aide par an. Assoun dénonce une faillite. Une faillite générale de l'évaluation, en rappelant que c'est sous la forme de l'évaluation que s'exerce désormais de façon prévalente la dévaluation de la psychanalyse. La psychanalyse est comparée à l'incomparable. D'autres thérapies viennent justement répondre à ces demandes. Les thérapies dites brèves sont ainsi à la mode. Les techniques supposées magiques gagnent du terrain. Traduisons la perdition des repères symboliques solides. La science a le souci de produire l'intelligibilité de son processus, comme le précise Assoun. Il nous rappelle qu'il y a bien, dès le début de la psychanalyse chez Freud, un souci d'évaluation. Il y a un mouvement réflexif sur l'acte, mais qui ne passe pas par la ratio quantitative et critique. De fait, Freud prend soin de savoir et de prouver si et comment la psychanalyse fonctionne, ainsi que les raisons de ses impasses et de ses échecs. C'est ce qui rend son œuvre si humble. Assoun questionne la notion d'efficacité, entendue comme la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de dépenses. La psychanalyse est donc efficace. En effet, il est plus coûteux de passer sa vie à souffrir et à passer à côté de soi-même que de savoir sur son désir et ses symptômes.
Cela a évidemment un coût, mais il est bien plus doux et souhaitable que celui de la souffrance et de la maladie. Entendre une psychanalysante de 60 ans, très en détresse et en pleurs sur le divan, dire qu'elle est passée à côté de sa vie, ne m'a pas laissée indifférente. Une autre psychanalysante plus jeune, dans la trentaine, psychotique, a dit récemment que grâce à sa psychanalyse, elle parvient à ne plus répéter un schéma de relation qui ne lui permettait pas d'avancer dans sa vie. Après un abandon temporaire de sa psychanalyse et un retour en séance, elle s'avoue. Mes séances ici, c'est faire attention à ne pas gâcher le temps que j'ai sur Terre. J'ai déjà perdu trop de temps à ne pas m'entendre. L'exigence d'efficacité vient balayer la question des résistances, comme si elle n'existait pas. Les avancées provoquent des résistances, notamment la réaction thérapeutique négative, comme nous l'avait appris Freud. Cela vient contrarier l'attente même d'efficacité. L'être n'est pas un ordinateur à reprogrammer. Or, reconnaître ces mouvements revient à accepter que le moi n'est pas maître en sa demeure, que le moi ne peut pas tout contrôler. C'est encore une fois ce qui contrarie. La psychanalyse est remise en question chaque fois qu'un nouveau cas contredit une théorie. Il y a régulièrement des remises en cause face à la nouveauté et la complexité du psychisme humain. Cette vitalité provient du fait que nous travaillons avec des êtres humains, mais le fait que la psychanalyse ne soit pas rigide n'enlève rien à sa rigueur et à son sérieux. Il y a à réinventer la psychanalyse, comme y a invité Jacques Lacan, ce qui n'enlève rien à ses critères de scientificité. Cette humilité à viser à réinventer renvoie aussi au fait que toute science a ses limites et que personne n'a accès au réel. La psychanalyse reconnaît cette limite, ce qui ne plaît pas non plus. Globalement, les fondements de la psychanalyse ne vont pas dans le sens des principes qui ont le vent en poupe à notre époque. Rapidité et efficacité à l'ère du numérique, en plus du fait que chacun revendique le fait de pouvoir faire ce qu'il veut au nom de la liberté et de l'égalité. Pour autant, cela n'empêche pas la psychanalyse d'être très actuelle, moderne, ancrée dans notre temps et même franchement indispensable. La psychanalyse reste subversive par maints aspects, ne serait-ce que par la découverte de l'inconscient qui fait encore hurler de nos jours. Freud l'écrivait en 1917, toutes les grandes découvertes engendrent des résistances. Le narcissisme de l'être a connu 3 grandes vexations provenant des résultats de la recherche scientifique. L'homme se croyait maître de l'univers pensant que la Terre était centrale. Comme vous le savez, il n'en est rien. C'est la vexation cosmologique. Vient ensuite la vexation biologique, par laquelle Freud fait référence au fait que l'être humain n'est pas supérieur aux animaux. Nous connaissons aujourd'hui les conséquences de ce mépris à l'égard de la nature. La 3e vexation est dite psychologique. L'être est étranger à lui-même, ce qui renvoie à la célèbre phrase de Freud « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». Freud écrit comme s'il parlait au moi, je cite « Tu as surestimé ta force en croyant que tu pouvais faire ce que tu veux. » En évoquant les pulsions, il ajoute « C'est alors qu'elles se sont donc soulevées et ont suivi les voies obscures qui leur sont propres pour se soustraire à la répression, assurant leurs droits d'une manière qui ne peut plus te convenir. Comment elles y sont arrivées et quelles voies elles ont empruntées, cela tu ne l'as pas appris. Seul le résultat de ce travail, le symptôme que tu ressens comme souffrance, est parvenu à ta connaissance. » Et il poursuit en précisant qu'il se passe sans cesse dans ta vie d'âme, bien plus que de choses qui ne peuvent en être connues de ta conscience. Sur ce point précis, laisse-toi donc faire la leçon. La limite ne coïncide pas avec ce dont tu es conscient. Rentre en toi-même et apprends d'abord à te connaître. Tu comprendras alors pourquoi il te faut devenir malade et peut-être éviteras-tu de devenir malade. Savoir sur soi-même requiert du courage et comme le rappelle Freud dans un autre écrit, la grande majorité n'en veut rien savoir. La psychanalyse permet à celui qui s'y engage une rencontre avec lui-même, si précieuse qu'elle ne peut être quantifiée. C'est aussi le cas du transfert, ressort de la cure psychanalytique. Assoun précise, c'est aussi la dimension folle de l'évaluation, celle d'épurer l'action de tout son réel transférentiel, le réduisant à une coquille vide. Or, une évaluation est possible tout en prenant en compte le transfert et sa chute
à la sortie de la psychanalyse. La fougue que révèle la psychanalyse existe depuis son invention. La psychanalyse est historiquement une réponse à l'impasse des solutions proposées par la médecine, considérées comme sciences dures ou sciences exactes. Freud a répondu à l'embarras des médecins, d'abord avec l'hystérie. La psychanalyse comme science du sujet reconnaît l'inconscient, la pulsion, le désir, et toutes ces choses qui échappent au contrôle du moi. Elle révèle l'incomplétude, ce qui dérange et ce qui fait symptôme. La psychanalyse est la science de ce qui échappe. Elle ne nourrit pas l'illusion de toute puissance et de contrôle, c'est bien ce qui contrarie. Freud écrit à ce propos: rien d'étonnant donc à ce que le moi n'accorde pas sa faveur à la psychanalyse et lui refuse obstinément toute créance. La psychanalyse ne se dérobe pas face au tabou de la sexualité et de la mort. Elle ne promet pas une guérison à un temps défini par la montre. En cela, elle respecte le sujet. L'être se construit depuis le premier cri à la naissance. Il met du temps à faire son symptôme, comme le rappelle Assoun. Celui-ci a une fonction et n'est pas arrivé là par hasard. Il s'inscrit dans une histoire subjective. Le symptôme vient témoigner d'une vérité chez l'être divisé par le langage. Il est précieux pour le moi qui ne veut pas y renoncer. Le psychanalyste travaille ainsi avec la résistance. Carole, une psychanalysante, était arrivée en psychothérapie en ayant des douleurs insupportables. Cela a impacté ses relations au travail et avec ses proches, en commençant par son époux. Elle dit « Je suis trop chiante. Quand ça me prend, ça me dépasse. J'arrive pas à ne pas lui hurler dessus. Et parfois, c'est physique. » Au fil de sa cure, Carole arrête de frapper cet homme, qui est pourtant le premier à critiquer sa psychanalyse. « Tu y vas trop souvent. C'est bizarre comment fait cette psychothérapeute. » Il arrive que les proches, en constatant les avancées de celui qui consulte, soient heureux. D'autres fois, c'est le sabotage qui prime. Sabotage face au mieux. Carole poursuit. « Ça me blesse qu'il critique ma psychanalyse. J'étais déprimée et je ne prends plus d'antidépresseurs. Je ne lui réclame plus sans cesse de me rassurer. Il devrait être content. Et du coup, moi, je doute. Dès que ça va bien, je me rajoute quelque chose pour me saboter. Le moi résiste et l'être se cache, comme le rappelle Amorine. Mais cela se travaille, à condition que l'être ait le désir d'avancer. Se limiter à vouloir supprimer le symptôme à tout prix, pour se prétendre efficace, n'honore pas le sujet, tout comme le fait de réduire le symptôme à une distorsion, un dysfonctionnement, un défaut. De la même manière, la multiplication des syndromes et la suppression de la classification entre névrose, psychose et perversion effacent la singularité du sujet. La psychanalyse, quant à elle, n'essaie pas de combler, de tout savoir. Quand le moi ne sait pas, il comble avec l'imaginaire, ce qui crée des impasses épistémologiques, comme le rappelle Amorine. La psychanalyse ne fait pas semblant, c'est notamment ce qui occasionne le fait qu'elle ait mauvaise presse. Mais il existe aussi des critiques qui sont constructives, riches et bienvenues, et qui font avancer la psychanalyse. Les seuls qui peuvent vraiment dire sur l'efficacité de la psychanalyse sont ceux qui ont le courage de rencontrer le divan chaque semaine. Les études randomisées qui comparent deux êtres humains ne sont pas réalisables en psychanalyse, mais il est possible d'évaluer la différence entre l'entrée en psychothérapie d'un être et sa sortie de psychanalyse. C'est ce qu'Amorine a nommé la méthode verticale d'évaluation, dont vous avez entendu parler aujourd'hui, et qui donc se distingue des méthodes horizontales des sciences comme la physique. D'ailleurs, même dans cette discipline, l'idéal d'objectivité est un leurre. La psychanalyse est une science du singulier, du un par un. C'est ce qui la rend belle. Cette souplesse propre à la psychanalyse n'enlève rien, à sa rigueur, à condition que le psychanalyste ne se dérobe pas lui-même du divan. La psychanalyse est apte à formuler des lois de fonctionnement tout en reconnaissant et en définissant des spécificités. Faire science en psychanalyse revient à se servir de techniques et d'une méthode précise pour que l'être puisse devenir sujet. Cette journée de colloque nous a permis d'illustrer en quoi la psychanalyse est une science, tout en respectant son objet, le désir. Les dispositifs de la psychanalyse, à savoir sa méthode et ses techniques, sont ainsi adaptés à son objet.
La psychanalyse est à réinventer à chaque nouveau patient. Elle est une science en mouvement, ce qui la rend moderne et actuelle. Je vous remercie.